Pokémon est présent dans nos vies depuis un très long moment maintenant et du coup ce qui va apporter énormément de théories. Et bien sûr avec les 9 générations de Pokémon, bien sûr il y en a pas mal et on va voir l'une d'entre elles. Et yo les brookies, c'est Altistbrook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et à t'abonner. Bien sûr, n'hésite pas à me dire quel est ton Pokémon starter préféré. Et tout simplement, contrairement au thème par trio de starters, on va parler plutôt de type de starter. Et il faut savoir que les starters de type plante, eau et feu sont étroitement liés entre eux. Mais du coup, comment est-ce qu'ils sont liés? C'est peut-être le moment de commencer tout de suite. Alors oui, dit comme ça, les monstres du passé, ça fait un peu barbare, mais je vais vous expliquer un peu plus. D'après une théorie, et je vous le rappelle, c'est une théorie qui circule pas mal sur internet, j'ai fait que la réinterpréter, je l'ai réappropriée à ma manière pour vous sortir une nouvelle théorie, parce qu'il y a des choses que je trouvais qui ne collaient pas assez ou qui étaient un peu bizarres. Pour faire simple, les starters de type plante dans cette théorie-là seraient tous inspirés d'une espèce animale, dinosaure, reptile, etc., qui est éteinte, qui n'existe plus ou qui a vachement évolué jusqu'à être sous la forme d'un nouvel animal aujourd'hui. En gros, ce sont des animaux, des monstres, des espèces de choses qui aujourd'hui n'existent plus ou du moins pas tels qu'ils étaient à l'époque. Et si on commençait du coup avec le premier starter de type plante qui est tout simplement Florizarre. Vous le savez, Florizarre est une grenouille, est un crapaud et j'ai pu retrouver du coup un crapaud qui date. C'est tout simplement le Belzefugo ampiga qui est tout simplement décrit comme étant une grenouille, comme étant un crapaud géant. Je pense que ça décrit plutôt bien Florizarre. Sur les différentes illustrations que j'ai trouvées, en plus de ça, on retrouve pas mal d'acné, de boutons sur sa peau, tout comme une Florizarre et ses taches. Mais en tout cas, c'est une espèce qu'on retrouvait lors du Crétacé supérieur, donc entre 72,1 à 66 millions d'années. Bon, pour Meganium, en soi, j'en ai déjà parlé sur la précédente vidéo qui parlait des trios de starters, mais on est sur des céropodes. Alors, les céropodes, c'est une famille de dinosaures qui regroupe tous les dinosaures à long cou. Le Diplodocus, le Brachiosaure sont deux exemples de céropodes. Puis, ça rejoint plutôt bien Meganium qui lui également a un plutôt long. On retrouve ces dinosaures du Jurassique moyen au Cétacé supérieur. Donc il a plus ou moins 174 millions d'années à 66 millions d'années. Alors je vous parle de Jurassique moyen, de Cétacé, de Crétacé, etc. Ce sont des périodes préhistoriques, vous le savez ou pas, mais la préhistoire est découpée par étages avec le Jurassique, le Crétacé, le Cétacé, etc. Enfin bref, je vous laisse vous renseigner là-dessus, mais je voulais juste vous faire un petit aparté parce que j'ai oublié de le faire plus tôt. Bon, pareil, j'en ai déjà parlé, mais Genko serait un Dilophosaure. Lui, c'est un reptile, c'est un dinosaure plutôt carnivore. On le retrouvait plus ou moins du côté de la Chine ou de l'Arizona. Voilà, c'était des zones où l'espèce de dinosaure était vachement présente et on le date plus ou moins de 199 à 183 millions d'années lors du Jurassique inférieur. Bon, est-ce que tu te souviens de l'Ankylosaure? Tu sais, ce dinosaure avec une carapace plutôt robuste. Est-ce que ça te rappellerait pas plutôt un Pokémon et un starter de type plante? Effectivement, si tu penses à Torterra, alors tu as eu la bonne réponse. Parce que ouais, ce dinosaure-là a du coup inspiré notre starter de type plante de la 4e génération. Et honnêtement, la ressemblance est plutôt présente. Alors pour le coup, on retrouve des traces de ce dinosaure un peu partout, que ce soit en Amérique du Nord, du côté de la Hongrie, ou voire même de la Bolivie. Donc vraiment des zones géographiques qui n'ont rien à voir. Il aurait été plutôt présent il y a 68 à 66 millions d'années, lors du Cétacé supérieur et notamment la fin de cette période-là. Bon, là pour Majaspic, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a trouvé pour ce Pokémon-là? Faut voir du côté des reptiles et notamment des serpents. Et il y en a un qui est vachement revenu, c'est le Titan-Boa. Alors c'est un animal qui pouvait facilement faire entre 12 et 14 mètres, donc il en imposait vachement quand même. Et c'est un dinosaure qui aurait vécu plutôt du côté de la Colombie pendant la Paléocène, et notamment lors de la Paléocène moyen et supérieur. Alors pour le coup, j'ai pas de date exacte pour la Paléocène moyen,
mais l'entièreté de la Paléocène a duré entre 66 à 56 millions d'années. Pareil, pour Blindé-Peak, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il aurait trouvé? Alors, Blindé-Peak, on va pas se mentir, a une inspiration d'hérisson, mais on peut voir un petit côté tatou également, et un gros tatou était présent lors de la préhistoire. Donc, ça nous arrange plutôt pas mal. Alors, ce gros tatou, c'est le Glyptodontidae. Alors, je vais prendre mes notes parce que ça va être compliqué de le prononcer. Mais en gros, Blindé-Peak serait inspiré du Glyptodontidae. Donc, voilà, un gros tatou. De toute façon, vous allez le voir par là, quelque part. Enfin, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Et lui, clairement, il a été présent pendant le Miocène. Donc, lui, il a été plutôt présent du Miocène au Pléistocène. Voilà. Donc, il y a entre 23,3 millions d'années et 11 700 ans. Donc, clairement, c'est l'une des périodes préhistoriques les plus proches de notre histoire. Donc, 11 700 ans, c'est pas si loin que ça. Bon, on se rapproche plus ou moins de la fin de ces starters de type plante, mais du coup on a Archiduc. Alors en tout cas je n'ai pas trouvé énormément d'informations, mais en gros il serait plus ou moins lié à une espèce de grand hibou, de grande chouette du nom de Gralistrix, voilà, qui était présent du côté d'Hawaï. Donc voilà, c'est une espèce de grande chouette à grandes pattes, voilà. Pas de date précise, enfin voilà. J'ai pas énormément d'informations, mais c'est tout ce que j'ai. Donc si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Bon, concrètement, algorithmique, je pense que ça n'a pas été compliqué et je pense que c'est pas le plus compliqué pour tout le monde. Mais vous savez que algorithmique est un gorille, tout est dans le nom. Et de quelle espèce de famille fait partie les gorilles? Dieu la même que les hommes, donc des primates, et ont un ancêtre commun qui font partie des grands primates. Sachant que notre ancêtre commun font partie des familles des grands singes, sachant qu'il y a énormément de familles de singes, on le daterait plus ou moins de 35 millions d'années, parce qu'il y a encore d'autres espèces avant, mais ils ne ressemblent pas réellement à des singes, etc. Enfin voilà, il y a tout un contexte, mais celui qui représente le plus Gorithmic et du coup toutes les espèces primates actuelles daterait encore une fois de plus ou moins 35 millions d'années. Et pour terminer avec ces starters de type plante, on a tout simplement Miascarade qui est tout simplement un félin. Du coup, je suis parti du côté un petit peu des lynx. Et je me suis dit, pourquoi pas le félin, le lynx d'Issoire. Voilà, encore une fois, pas d'infos précises sur l'animal, enfin sur l'inspiration même, vu que la 9e génération est assez récente. Mais du coup, le lynx d'Issoire, on le date plus ou moins, je regarde encore une fois parce que j'ai pas les dates exactes, du Pilocène au Pléistocène. Pilocène, je ne sais plus écrire, je crois que c'est du Pilocène au Pléistocène. Donc il y a 2,5 millions d'années à 11 700 années avant Jésus-Christ, donc avant notre ère. Et là pour le coup on le retrouve plus de notre côté, c'est pour ça que j'ai pas mal choisi le lynx d'Issoire, parce qu'on le retrouve en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, mais surtout en Europe, sachant que la région de Paldea est inspirée du Portugal et de l'Espagne. Je me suis dit que ça pouvait coller plutôt pas mal. Bref, les starters plantes faits, on va attaquer au starter de type feu. Bon, les starters de type feu. Alors celle-là, j'apprécie beaucoup parce que elle serait liée à l'astrologie et notamment au signe astrologique chinois. Ce que j'aime bien du coup avec cette théorie, c'est que du coup, si elle s'avère être vraie, il nous assure forcément 12 générations au minimum, donc 3 encore, sachant qu'on en a 9 aujourd'hui. Bon, du coup, concrètement, de quoi nous parle cette théorie? En gros, chaque starter de type feu par génération également serait lié aux 12 signes astrologiques chinois. Pour ceux qui ne le savent pas, les signes astrologiques chinois sont calculés par rapport à l'année de naissance, si je dis pas de bêtises. En gros, l'année du rat, l'année du chien, l'année du chat, etc. Contrairement à en France où on est plus sur des signes astrologiques liés à ton mois de naissance. Après tous ces calculs d'astrologie, je m'y connais pas du tout. Je vous laisse vous renseigner sur internet, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors on va commencer du coup par Dracofeu, bien sûr le starter de type feu de la première génération, qui physiquement serait lié au signe astrologique du dragon. Bon, on le voit, il a des ailes, il ressemble à un dragon, s'il n'y a pas d'amalgame à faire dessus. Alors oui, du coup, si on la confronte à la précédente théorie que j'avais faite par rapport au thème des trios de starters et que je disais que Dracofeu est une salamandre à laquelle on a implanté des ailes en tant que thème sur les implantations génétiques, ça coïncide pas trop. Mais vu que je vous vois venir, j'aimerais vous rappeler que ces théories sont totalement indépendantes les unes des autres et ce ne sont que des théories. Donc voilà, Dracofeu, dragon. On passe ensuite à Typhlosion. Vous le savez, Typhlosion est très
souvent liés aux rongeurs et notamment à la souris et au rat. Et du coup, il y a effectivement bien une année du rat dans l'astrologie chinoise. On continue avec Brasigali. Brasigali, lui, est un coq. C'est un coq de combat même. Et bien sûr, il y a également l'année du coq, le signe du coq dans l'astrologie chinoise. On continue avec l'année du singe, qui ressemble à un singe. C'est tout simplement Signabras. Pour le moment, ça va très vite parce que tout est littéralement lié. Enfin, c'est très visuel. Pareil, Roi Tiflam est un cochon. On a l'année du cochon dans les signes astrologiques chinois. Donc voilà, on a notre petit hallouf de compagnie qui est tout simplement Roi Tiflam. Goupelin. Alors Goupelin, c'est moins visuel parce que Goupelin ressemblerait plus à un fennec ou à un renard. Mais donc ces deux espèces en tout cas sont des canidés. Et il y a bien un canidé donc dans l'astrologie chinoise. Et c'est tout simplement le chien. Donc Goupelin serait lié à l'année du chien. Alors en fait, pour vous faire simple, vous savez que tout comme les chats, lions, tigres, etc. font partie des félins, le chien a sa propre famille avec des canidés, donc fennec, renard, loup, etc. Voilà, je remets une petite précision parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant, c'est possible, je connais des gens qui ne sont pas au courant, donc je vous le rappelle là maintenant. Félinferno, je vous parlais des félins, alors du coup Félinferno, tout est dans ce nom, c'est un félin, pour le coup il ressemble à un tigre, parce que oui, il n'y a pas d'année du chat dans l'astrologie, mais il y a bien une année du tigre. Donc voilà, Félinferno, félin, félin, tigre. Et je pense que c'est plutôt visuel, donc il n'y a pas à se tromper. Pyrobut, bon, c'est un lapin qui fait du foot. Et ouais, il y a bien une année du lapin dans l'astrologie chinoise. Et c'est là où on termine tout simplement avec Flamigator. Du coup, pour Flamigator, alors là, lui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'année du crocodile. Par contre, on peut en déduire. Le crocodile est un reptile. Et une autre espèce de reptile est présent dans l'astrologie chinoise et c'est tout simplement le serpent. Donc il se pourrait bien que Flamigator serait lié du coup à l'année du serpent. On a donc 9 signes déjà présents et quels sont les signes qui représenteraient les futures générations, enfin surtout leurs starters de type feu. Alors là je vous avoue que je suis plutôt inquiet parce que les prochains qui restent ne sont pas du tout fous. À la limite, il y en a un où ils peuvent faire un truc stylé, mais par contre les deux autres, j'en ai aucune idée. En gros, il nous reste 3 signes astrologiques, c'est celui du buffle. Là-dessus, on peut peut-être avoir un truc assez stylé, mais sinon, on a le cheval. Je sais pas comment on peut faire un truc stylé en tant que starter, mais Belek, pourquoi pas. Et sinon, on a The Goat, enfin la chèvre, quoi. Vous avez capté. Qui, je sais pas trop. Donc bon, on a réussi à faire une loutre stylée. Mateloutre, enfin, Moustillon est une loutre à la base et c'est plutôt réussi. Mais c'est un exemple, hein. Sinon je vois pas trop comment du coup on peut rendre un cheval ou une chèvre stylé en tant que starter. À voir ce qu'ils vont me proposer, mais je vais pas vous mentir que je suis quand même un petit peu inquiet. Ok, les starters de type plante, c'est fait. Les starters de type feu, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus que les starters de type eau. Alors, pour les starters de type eau, qu'est-ce que j'en peux conclure? Alors là, ça va encore rester de l'interprétation par rapport à la théorie qui existe, parce que, encore une fois, la 9e génération vient d'arriver et qu'il y a quand même pas mal de choses qui se disent. Mais globalement, ce serait une liaison avec les armes. Chaque starter de type eau serait plus ou moins lié à une arme. En vrai, pour certains, c'est vachement logique et assez intuitif. Première génération, Tortan qu'il a des canons, on pourrait littéralement l'associer à des canons, tu vois. L'arme est instinctif, on n'a pas besoin de faire beaucoup de recherches. Par contre, si on prend Alligator, par exemple, qui est le starter de type eau, physiquement et visuellement, on n'aurait pas directement l'arme. Mais vous savez que Alligator a une énorme mâchoire, ce qui pourrait assez facilement lier ça avec les pièges de loup. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est des sortes de gros pièges où une fois que le loup met son pied dedans, ça lui attrape le pied et l'empêche justement de pouvoir bouger. Du coup, la gueule d'Alligator pourrait totalement représenter ces pièges de loup. 3e génération, on a la grogne. Et la grogne, lui aussi, c'est pas très instinctif parce que là, du coup, on doit aller directement sur les différentes appendices qu'il a au niveau de la tête et sa queue. Et là, pour le coup, j'avoue que j'ai un peu galéré. Alors, au début, je voulais pas me fier à 100% sur cette théorie par rapport à la grogne. Puis j'ai essayé de chercher et j'ai pas trouvé grand chose. Et au final, en fait, cette théorie-là m'a l'air plutôt pas mal parce que on lui attribue des éventails et notamment des éventails de combat. Alors, l'origine des armes, etc., je vous laisse aller voir ça également plus tard.
Mais voilà. Mais du coup, la grogne serait plutôt liée aux éventails de combat, par exemple. Pingoléon, lui, c'est assez instinctif également. Il est lié à Poséidon. Poséidon qui a comme attribut et comme arme tout simplement le trident. Voilà, et en plus on voit que Pingoléon a un triangle justement sur sa tête. Donc là également c'est assez instinctif. Ok, maintenant si on continue sur la 5e génération, pareil là c'est plutôt instinctif. Parce que littéralement, Clamiral a plusieurs lames sur lui, que ce soit sa corne ou que ce soit sur ses pattes, on a des espèces de lames dans des fourreaux. On est plutôt sur du sabre et notamment du katana japonais. Donc là, pareil, c'est plutôt instinctif. On passe en 6e génération avec Amphinobi et là, pour le coup, on a deux possibles liens qui sont au final très liés également. Mais Amphinobi serait lié à un ninja, qui sont des assassins et du coup des armes vivantes déjà par eux-mêmes et par définition. Mais du coup, avec son attaque signature, on peut littéralement, si on parle d'objets purs, le lier aux shurikens, qui sont les armes principaux des ninjas. Et encore une fois, avec son attaque qui caractérise Amphinobi, ça reste shuriken. Donc voilà, il y a un petit jeu de mots sur shuriken avec le mot O qui est littéralement écrit dans l'attaque. Mais c'est plutôt intéressant de lier le Pokémon, je trouve, à une arme vivante qui est l'assassin, qui est le ninja, et ensuite à son objet phare, entre guillemets. Du coup, au final, il n'y a pas qu'Amphinobi aussi qui a deux significations, parce que Oratoria, c'est la même chose. Oratoria est une sirène. Jusque-là, on est d'accord. Si on va dans la mythologie gréco-romaine et surtout grecque, avec l'histoire de l'Odyssée et d'Ulysse, les sirènes sont connues pour leur chant, ok? Et justement, leur voix serait leur propre arme. Parce que, ils permettent d'envoûter et envoûter les marins jusqu'à qu'ils décèdent. Donc ça, ce serait la première liaison avec l'arme. Donc, en soi, on revient sur l'arme humaine, entre guillemets, parce que la voix fait partie de notre corps. Mais Oratoria est aussi une otarie qui joue avec des bulles et qui fait notamment exploser ces bulles. Donc, si on doit se rapprocher d'une arme en tant que telle et donc d'un objet, Oratoria serait aussi lié à la bombe. Voilà, parce que les bombes ça fait boum. Il y a la dynamite, mais les spérons des bulles vont plus faire penser à une bombe qu'à de la dynamite. Bon, maintenant que la 7e G est terminée, on va attaquer la 8e génération et là pareil, c'est pas très compliqué pour les Argus. Alors les Argus, la seule différence c'est que du coup sa version Gigamax va apporter plus d'informations. Parce que du coup, on sait que les Argus est un tireur d'élite. Dans sa forme de base, on le voit surtout utiliser ses mains comme un pistolet en mode pan-pan-pan. Vous voyez le délire. Sauf que sa version Gigamax va apporter plus de précision sur l'arme à feu utilisée parce que justement, on le voit en haut d'une tour et avec un Big Sniper. Donc ouais, à mon avis, les Argus, lui, représenteraient plus le sniper plutôt qu'une arme à feu quelconque. Parce que ça reste quand même une famille d'armes très large entre le revolver, le pistolet, le sniper, le pompe, etc. etc. Bon, et c'est là qu'on arrive sur de la théorie pure et dure. Palmaval, le nouveau starter de type O de la 9e génération. Pour le coup, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai essayé de chercher des trucs. Puis je me suis posé et j'ai fait stop. Regarde bien le Pokémon et regarde ses attributs. Qu'est-ce que Palmaval fait? Alors il fait deux choses. Il danse, oui, là-dessus on est d'accord. Donc je me suis dit c'est probablement un lien avec danseurs, des danseuses combattants qu'il existerait possiblement. J'ai rien trouvé. Puis je me suis dit en fait, on regarde bien et à part danser, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il donne des coups de pied. Il a un type au combat. Donc il y a moyen de lier tout ça. Et effectivement, c'est le cas. Parce que j'ai pas eu à chercher très loin. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, toute personne ayant un niveau professionnel ou dans les sports de combat ou une ceinture noire, qui ont des ceintures, leur partie du corps utilisée lors de ce sport est considérée comme une arme blanche. Ça veut dire que quelqu'un qui fait du taekwondo par exemple, ses pieds et ses jambes sont considérés comme une arme blanche. Quelqu'un qui fait de la boxe, ses poings sont considérés comme une arme blanche. Et c'est là où je me suis dit que Palmaval du coup représenterait les arts martiaux et que du coup, par conséquent, ses jambes sont une arme. Ses jambes sont une arme blanche. C'est de la théorie, mais c'est ce qui me paraît le plus probable. Là, je suis parti du côté légal de la chose, du côté de la loi,
Parce que si une personne ayant une ceinture noire frappe une autre personne alors avec ses jambes, par exemple, prenons l'exemple du taekwondo. Imaginons qu'une personne faisant du taekwondo frappe une autre personne avec ses jambes. Il serait accusé d'utiliser une arme blanche. Par contre, faut qu'il attende que ce soit de la légitime défense et qu'il puisse le prouver, l'utilisation de son arme blanche, donc de ses jambes, comme étant de la légitime défense. Et ça, honnêtement, je pense que c'est pas très simple. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est ce qui me paraît le plus logique. Mais encore une fois, c'est après mûre réflexion, c'est après avoir réfléchi à tout ça, sans forcément avoir de recul derrière, parce que j'y ai pensé, j'ai réfléchi en écrivant la vidéo, puis j'ai directement tourné la vidéo après. J'ai besoin de savoir votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, on va arriver à l'outro. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo, voilà. Je reprécise encore une fois, ce n'est qu'une théorie. Et en plus de ça, je réinterprète la théorie déjà existante et qui tourne beaucoup sur Internet. Donc voilà, j'apporte ma petite pierre à l'édifice. C'est sûr que peut-être qu'on aura des précisions plus tard par Game Freak. Peut-être c'est faux, peut-être que c'est vrai. C'est de la pure théorie. En tout cas, comme d'habitude, dites-moi en commentaire quel est votre starter préféré, quelle est votre théorie sur ces starters Pokémon préférés. N'hésitez pas à aller checker mes réseaux sociaux en description. N'hésite pas aussi à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et à activer la cloche de notification pour tout simplement avoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort, que ce soit Pokémon ou manga anime. Bref, en tout cas, nous on se retrouve très bientôt. À plus que Brookist.